Qu'une planète existe, c'est déjà difficile. Mais qu'une planète qui existe disparaisse, c'est impossible. Le télescope James Webb a enregistré précisément cette impossibilité dans le système alpha du Centaure A. Dans les premières données, une planète concrète se tenait là, 95 fois plus lourde que la Terre, agissant comme Jupiter et Saturne. Tout semblait normal. Mais lorsque les scientifiques ont revérifié les données, leur sang s'est glacé. Cette masse colossale avait été effacée du vide spatial. Il n'y avait pas de collision, pas de traces d'explosion. Il n'y avait qu'un néant infini. Selon les lois de la gravité, une matière de 60 000 billions de kilogrammes ne peut pas faire de tour de magie. C'est pourquoi cet événement s'est transformé en la plus grande crise de l'astronomie moderne. Mais c'est le plus choquant. Ce sont les théories possibles derrière cette disparition. Si toi aussi tu es curieux de ce moment où la science s'est retrouvée impuissante, abonne-toi. On commence. Pendant des années, nous avons cru que notre plus proche voisin stellaire était un système silencieux, statique, et peut-être un peu ennuyeux. Quand on regardait le ciel, Alpha du Centaure n'était qu'un point lumineux, singulier et brillant. Le monde scientifique supposait que nous avions résolu la dynamique de ce système et qu'il ne restait plus de surprises majeures à y découvrir. Les vieilles théories murmuraient qu'il était difficile pour des planètes de s'abriter dans un système stellaire, triple barre verticale, et que le chaos y régnait. Mais, quand le télescope spatial James Webb a pointé dans cette direction, toutes ces hypothèses sont devenues invalides en un instant. Car Webb n'a pas seulement vu une nouvelle planète, il a rencontré un fantôme entre l'être et le non-être, qui nous a poussés à remettre en question les fondements de l'astronomie, nos capacités d'observation et notre perception de la réalité. Nous savons désormais que ce que nous prenions pour notre voisin de palier est un endroit bien plus complexe et mystérieux que prévu. Pour résoudre ce mystère, nous devons d'abord comprendre pleinement la scène, c'est-à-dire le système alpha du Centaure, même s'il ressemble à une seule étoile à l'œil nu. Alpha du Centaure est en réalité le centre exact d'une danse cosmique. Ce système est composé de 3 étoiles différentes, liées entre elles par des cordes gravitationnelles invisibles. La plus brillante, Alpha du Centaure. A est un peu plus grande, plus brillante et plus massive que notre Soleil. Juste à côté d'elle se trouve Alpha du Centaure B, un peu plus pâle et orange, possédant environ 85% de la masse du Soleil. Ces 2 étoiles tournent l'une autour de l'autre sur une orbite extrêmement elliptique. Lorsqu'elles sont au plus près, la distance entre elles est de 11 unités astronomiques, c'est-à-dire qu'elles se rapprochent autant que la distance entre le Soleil et Saturne. Et lorsqu'elles s'éloignent le plus, cette distance s'ouvre jusqu'à 36 unités astronomiques, soit la distance de Pluton au Soleil. Le 3e membre, lui, est très loin de ce duo. Proxima du Centaure orbite autour du duo central à exactement 13 000 unités astronomiques de distance, comme une pâle naine rouge. C'est elle qui est la plus proche de nous, à seulement 4,24 années-lumière. Mais la véritable histoire ne se trouve pas là. Elle commence au cœur du système sur l'orbite d'Alpha du Centaure A. Pourquoi sommes-nous si obsédés par ce système? Car il doit être notre premier arrêt dans l'univers. Avec notre technologie actuelle, même un vaisseau voyageant à 1% de la vitesse de la lumière pourrait y arriver en 430 ans. À l'échelle universelle, cela signifie juste à côté. Pourtant, avant de partir, nous devons savoir ce qu'il y a là-bas et ce qui nous attend.
Nous ne pouvons pas prendre le risque d'envoyer une mission valant des billions de dollars vers un vide spatial désert. Or, trouver une planète à côté d'une étoile, c'est comme essayer de voir une luciole posée sur la vitre d'un phare géant à des kilomètres de distance. Les planètes n'émettent pas leur propre lumière. Elles ne font que refléter la lumière de leur étoile. Et ce reflet chétif se perd totalement dans l'éclat aveuglant de l'astre. C'est pourquoi les astronomes ont essayé différentes méthodes pendant des années. La technique que nous appelons la méthode du transit nécessite que la planète passe devant l'étoile et diminue sa lumière à un niveau microscopique, ce qui demande un alignement parfait. La méthode de la vitesse radiale, elle, mesure le léger balancement, le vacillement de l'étoile causé par la gravité de la planète. Mais, dans le système alpha du Centaure, ces méthodes échouent, car comme les deux étoiles géantes se tirent et se font vaciller mutuellement en permanence, le signal créé par une petite planète est totalement noyé dans ce bruit colossal. C'est pourquoi les astronomes ont volé à l'aveugle pendant des années. Ils regardaient et là-bas, mais ne pouvaient pas voir. Pour déverrouiller ce secret, nous devions essayer la technique la plus difficile de l'astronomie. L'imagerie directe, c'est-à-dire non pas la trace indirecte de la planète, mais prendre sa photo directement. C'est un défi qui repousse les limites de l'ingénierie optique, car une planète est des milliards de fois plus pâle que l'étoile située juste à côté d'elle. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, a été conçu précisément pour réussir cet impossible, pour rendre visible l'invisible. Webb fonctionne dans les longueurs d'onde infrarouges que l'œil humain ne peut pas voir. C'est un avantage critique, car les planètes, surtout les jeunes géantes gazeuses, brillent bien plus fort dans la longueur d'onde infrarouge que dans la lumière visible, grâce à la chaleur restante de leur formation. Webb travaille dans les profondeurs de l'espace, juste au-dessus du zéro absolu, à environ moins 233 degrés Celsius, empêchant ainsi la chaleur de son propre matériel de créer des parasites. Mais être froid ne suffit pas. Webb est équipé de masques spéciaux appelés coronographes. Ces appareils bloquent physiquement la lumière de l'étoile qui entre dans le télescope, tout comme vous cachez le soleil avec votre main pour essayer de voir autour. Webb masque l'étoile. Grâce à cette technologie, Webb peut supprimer la lumière de l'étoile et révéler cette source de chaleur pâle juste à côté, c'est-à-dire la planète. Au début de l'année 2025, une équipe a décidé de braquer cette super arme vers Alpha du Centaure A. L'objectif était de scanner la zone habitable du système et un peu au-delà. Sur les attentes étaient certes faibles, car on avait déjà regardé maintes fois sans rien trouver. Mais la technologie était désormais à un tout autre niveau. Quand les données sont arrivées sur Terre, les scientifiques ont retenu leur souffle. Les données brutes n'étaient que des gigaoctets de signaux mélangés. Pourtant, quand les ordinateurs ont traité ces données et nettoyé numériquement la lumière aveuglante de l'étoile, quelque chose est apparu là, dans l'obscurité. Les observations, faites en mai et juin 2025, ont montré un point lumineux pâle, mais distinct à environ 400 millions de milles d'alpha du Centaure A, soit environ 2,7 unités astronomiques de distance. Ce n'était pas une erreur. Quand le télescope tournait sur son propre axe, le point bougeait avec l'étoile. Ce n'était donc pas une tache sur la lentille du télescope. Mais ce point n'était pas un simple morceau de roche. En regardant sa brillance et sa signature spectrale, c'était une géante gazeuse. Sa masse était exactement 95 fois
celle de la Terre, c'est-à-dire un monde aussi colossal que notre Saturne. Sa température a été mesurée entre 500 et 1000 Kelvin. C'est chaud pour une géante gazeuse, mais trop froid pour être une étoile. Tout indiquait la présence là-bas, sur l'orbite de notre plus proche voisine, d'une planète jeune et massive, diffusant encore sa chaleur de formation vers l'espace. La nouvelle de la découverte a fait l'effet d'une bombe. Si Alpha du Centaure A possède une Saturne, la capacité de ce système à former des planètes est éprouvée. Peut-être qu'une Mars ou une Terre se cachait aussi dans l'obscurité que nous ne pouvions pas encore voir. Mais peut-être qu'autour de ce géant nouvellement découvert tournaient des lunes propices à la vie, dotées d'une atmosphère comme Titan. Des titres ont été lancés, des articles écrits, des plans faits pour l'avenir. L'humanité pensait avoir trouvé la première cible concrète du voyage interstellaire. Mais l'univers s'apprêtait à nous faire sa plus grande farce. En octobre 2025, lorsqu'ils ont braqué à nouveau le télescope là-bas pour confirmer la découverte et examiner ce nouveau monde plus en détail, le point lumineux attendu n'était pas à sa place. Et cette situation n'était pas un simple cas de « nous ne l'avons pas trouvé ». C'était une impossibilité défiant les lois de la physique et la logique cosmique. Car une boule de gaz géante de la taille de Saturne, avec 95 masses terrestres, ne peut pas disparaître comme un lapin dans le chapeau d'un magicien. En mai, elle était là, elle brillait dans les données, elle courbait l'espace avec sa gravité. En octobre, ce coin de l'univers était vide, comme s'il n'avait jamais été touché. Les scientifiques étaient sous le choc car en astronomie, les objets se déplacent, s'éteignent, explosent, mais ils ne disparaissent jamais. Pour résoudre cette anomalie, nous devons comprendre les 3 hypothèses les plus fortes sur la table. Et pourquoi elles ont échoué. Commençons par la possibilité la plus évidente et la plus redoutée. Et si tout n'était qu'un mirage ? Cette possibilité est appelée faux positif, et c'est le cauchemar des astronomes. Regarder l'espace avec un télescope. C'est comme essayer de voir un visage familier au milieu de la neige et des fourmillements sur un écran de télévision brouillé. L'univers est bruyant. Le rayonnement de fond, les rayons cosmiques et les parasites électroniques dans les détecteurs produisent constamment des signaux aléatoires. Parfois, ces points de bruit aléatoires se rassemblent par hasard et forment un motif qui ressemble exactement à une planète. Mais la découverte d'Alpha du Centaure n'était pas une observation ordinaire. Statistiquement, elle était au niveau 5 sigma. Décortiquons ce terme. 5 sigma, en physique des particules et en astronomie, signifie certitude. Cela dit que la probabilité qu'un signal soit un bruit aléatoire est inférieure à 1 sur 3,5 millions. C'est-à-dire que la probabilité que ce point lumineux de mai se soit formé par chance était plus faible que votre probabilité de gagner à la loterie. De plus, l'équipe avait pris des images en tournant le télescope sous différents angles et avait confirmé que le point bougeait avec l'étoile. Donc, ce n'était pas une poussière sur la lentille ou une erreur dans le logiciel. Les données étaient solides, les mathématiques cohérentes. Pourtant, ce vide d'octobre a brisé cette solidité comme un coup de massue. Si la première détection était réelle, pourquoi la seconde était-elle vide ? Si la première était une erreur, comment cette coïncidence impossible de 1 sur 3,5 millions s'était-elle produite ? C'est à ce point qu'intervient le deuxième suspect, la mécanique orbitale. Peut-être que la planète était toujours là, mais qu'elle se cachait. Alors que les planètes tournent autour de leurs étoiles, elles passent parfois derrière l'étoile. On appelle cela l'occultation.
tout comme un enfant se cachant derrière un arbre. La planète peut devenir invisible derrière la lumière aveuglante de l'étoile. Mais les mathématiques donnent une réponse impitoyable à ce scénario. Grâce aux lois formulées par Johannes Kepler dans les années 1600, nous pouvons calculer où la planète devrait être au centimètre près. Comme nous connaissons la masse d'Alpha du Centaure A et la distance de la planète de 2,7 unités astronomiques, nous connaissons précisément sa période orbitale. Environ 3 à 4 ans, durant les 2 mois entre mai et octobre. Cette planète n'aurait pu tracer qu'un arc de 20 degrés sur son orbite, si cela signifie seulement un 18e d'un tour complet. Un mouvement aussi court ne peut pas cacher la planète derrière l'étoile, à moins que son orbite ne soit parfaitement alignée sur la tranche par rapport à notre point de vue. Cependant, l'espace est en 3 dimensions, et la probabilité d'un tel alignement parfait dans la distribution aléatoire des orbites est inférieure à 1%. La chaîne de coïncidences nécessaire pour que la planète passe derrière l'étoile exactement durant ces 2 mois, pile quand nous regardions, est presque impossible. Les mathématiques ne mentent pas. Cette planète ne pouvait pas s'être cachée. Il reste la 3e option, la plus exotique, la catastrophe. Et si cette planète avait été détruite durant ces 2 mois, le scénario de collision planétaire, bien qu'il sonne comme de la science-fiction, arrive fréquemment dans les débuts de l'univers. Dans les jeunes systèmes, les protoplanètes aux orbites instables se heurtent comme des boules de billard. Mais Alpha du Centaure a environ 4,5 à 6 milliards d'années, c'est-à-dire qu'elle a le même âge que notre Soleil. Ce système s'est calmé il y a des milliards d'années et les orbites se sont stabilisées. Disons quand même que l'impossible s'est produit et qu'un autre corps géant est venu percuter notre planète. Une géante gazeuse de 95 masses terrestres, de 60 000 trilliards de kilogrammes, n'éclate pas silencieusement comme une bulle de savon. Une telle collision libère une énergie inimaginable. Les atmosphères d'hydrogène et d'hélium se compriment, chauffent à des milliers de degrés et émettent une quantité incroyable de lumière infrarouge vers l'espace. Le nuage de débris formé par la collision reste là pendant des années, voire des siècles, comme une tache géante de poussière et de gaz. Quand le télescope Webb a regardé là-bas en octobre, sans parler de la planète, il n'a même pas vu la moindre trace d'un tel nuage de débris. L'espace était propre, silencieux et froid. Il n'y avait ni lueur d'explosion, ni poussière chauffée, ni trace de chaos. Un meurtre avait été commis. Mais il n'y avait pas de cadavre, pas de sang, pas d'armes. C'était comme si cette masse colossale avait été effacée de la base de données de l'univers. Selon les règles de la physique, la matière et l'énergie ne peuvent être détruites. Elles changent seulement de forme. Mais ce fantôme d'Alpha du Centaure semblait violer cette loi, la plus fondamentale de la thermodynamique. Les scientifiques étaient coincés. Nous avions une planète détectée avec des données solides. Mais maintenant, elle n'était plus là. Elle ne se cachait pas car la mécanique orbitale ne le permettait pas. Elle n'avait pas explosé car nous ne voyions pas les débris. Ce n'était pas une fausse alerte car les statistiques rendaient cela presque impossible. Alors que restait-il? À ce stade, une question bien plus dérangeante a été posée sur la table. Et si le problème n'était pas la planète, mais notre façon de la comprendre? Peut-être que ce que nous voyions sur Alpha du Centaure était un phénomène hors des catégories connues, ne correspondant pas à une définition standard de planète. Ou pire, notre télescope
l'œil le plus avancé de l'humanité, avait une hallucination technologique nous montrant des choses qui n'existent pas. Cette incertitude a divisé la communauté astronomique en deux, alors qu'un camp disait « les données sont les données ». Il y a quelque chose là-bas. L'autre rejetait tout en disant « une science non reproductible n'est pas de la science », alors que les débats s'enflammaient. En décembre 2025 et janvier 2026. Le télescope Webb a été tourné une troisième et une quatrième fois vers Alpha du Centaure pour dénouer ce nœud. Mais cette fois, les résultats obtenus allaient approfondir le chaos au lieu de résoudre le mystère, et car le télescope n'a pu dire ni elle existe, ni elle n'existe pas. Les nouvelles données étaient remplies de signaux fantomatiques, tremblants, apparaissant et disparaissant, forçant les limites de la logique. Nous n'étions plus seulement face à une planète perdue, mais face à une énigme jouant avec la réalité elle-même. Alors, qu'est-ce que ces nouvelles observations nous ont montré? Que signifiaient ces tremblements étranges qui empêchaient les scientifiques de dormir? Et juste à ce moment-là, alors que les données du télescope coulaient à nouveau, les scientifiques ne regardaient pas des pixels sur l'écran, mais l'impossibilité elle-même, car les nouvelles observations de décembre, au lieu de résoudre le chaos, l'ont rendu encore plus profond. Et ce qu'on attendait, c'était soit une image nette de planète, soit un espace vide. Mais Webb a offert une troisième option, une option que les lois de la physique n'autorisent pas, que la logique refuse. Ce qui se tenait devant nous n'était ni totalement là, ni totalement absent. Le premier choc est venu des données de luminosité. Dans cette première image nette de mai, la planète était aussi brillante qu'une jeune géante gazeuse de 95 masses terrestres diffusant sa chaleur de formation. Elle était comme un phare brillant à une température de 500 à 1000 Kelvin dans la longueur d'onde infrarouge. Mais, dans les données de décembre, la lumière de ce phare avait été baissée. Et pas qu'un peu, de façon dramatique. La tache pâle nouvellement détectée n'avait que 30% de la brillance de la découverte originale. C'était comme si une ampoule se transformait soudainement en lueur de bougie. Les planètes ne se comportent pas ainsi. La brillance de Jupiter ou de Saturne reste constante pendant des millions d'années. Les changements saisonniers dans l'atmosphère ou les grandes tempêtes peuvent changer la brillance de 10 ou 20% maximum. Mais une perte de 70%, cela signifiait que les 2/3 de la surface de la planète avaient été couverts d'un rideau noir en un instant, ou que la chaleur interne de la planète avait refroidi de centaines de degrés en seulement 6 mois. Or, selon les lois de la thermodynamique, le refroidissement d'une masse de la taille de Saturne ne prend pas des mois, mais des milliards d'années. Cette extinction soudaine ne pouvait être expliquée par aucun modèle planétaire connu. Les scientifiques étaient stupéfaits, car dans l'univers, les objets géants ne perdent pas d'énergie en un instant. L'énergie est conservée, transformée, mais ne disparaît pas. Le deuxième choc était encore plus secouant, l'effet de flickering, c'est-à-dire le clignotement. Les observations de janvier ont porté cette anomalie à un niveau totalement nouveau. Quand l'instrument infrarouge moyen de Webb, le MIRI, s'est verrouillé sur Alpha du Centaure A, la planète était là un jour et absente le lendemain. 3 jours plus tard, elle réapparaissait, mais cette fois plus pâle et à une position légèrement décalée. C'était comme si un interrupteur cosmique était allumé et éteint de façon aléatoire. En un jour, alors que la brillance était au niveau de 30%,
72 heures plus tard, elle tombait sous les 10% et disparaissait sous la limite de détection. Une semaine plus tard, elle réapparaissait au niveau de 15%, mais à des coordonnées inattendues. Ce comportement était sans précédent dans l'histoire de l'astronomie. Les étoiles variables brillent et s'éteignent avec des périodes durant des jours. Les étoiles doubles à éclipse se couvrent l'une l'autre à intervalles réguliers. Mais une planète, jamais. Les planètes sont des objets stables, statiques et prévisibles. La gravité les maintient ensemble. La mécanique orbitale les met sur des rails, ce qu'une planète disparaisse en 3 jours et réapparaisse 4 jours plus tard, ailleurs, avec une autre brillance. Était aussi absurde qu'un éléphant disparaissant en un clin d'œil. Ce clignotement hurlait soit qu'il y avait une erreur colossale dans nos instruments, soit que quelque chose de bien plus exotique, ne correspondant pas à la définition de planète, tournait là-bas. La troisième grande découverte est venue de l'analyse spectrale, c'est-à-dire l'empreinte digitale de la lumière. Normalement, le spectre d'une géante gazeuse porte les signatures nettes de molécules comme le méthane, la vapeur d'eau et l'ammoniac. Les premières données de mai étaient compatibles avec ces signatures, mais le spectre de ces signaux effacés et tremblants de décembre et janvier était totalement chaotique. Au lieu des lignes moléculaires propres attendues, il y avait un amas de données complexes et bruyantes. C'était comme si l'atmosphère de la planète s'était totalement débarrassée de la chimie que nous connaissons. Certaines lignes du spectre indiquaient de la poussière surchauffée. D'autres ressemblaient étrangement à des nuages de gaz froid. Les données de température étaient aussi incohérentes. Sur une longueur d'onde, l'objet semblait être à 800 Kelvin, tandis que, sur une autre, il semblait être à 300 Kelvin. Cela signifiait qu'un objet était à la fois chaud comme un four et froid comme la glace en même temps. Un seul corps unifié, une seule planète, ne pouvait pas abriter des conditions physiques si différentes simultanément. Il y a une différence de température entre les pôles et l'équateur de Jupiter. Mais cette différence est de dizaines de degrés, pas de centaines. Cette donnée murmurait qu'il pouvait y avoir là une structure fragmentée, barres dispersées ou à composants multiples plutôt qu'un corps sphérique, unique et entier. Mais quel type de structure pouvait avoir une gravité comme une planète, tout en se comportant comme un nuage? La quatrième, et peut-être la plus déroutante des trouvailles, était la déviation de position. Dans les données de mai, la planète était à 400 millions de milles de l'étoile, sur une orbite parfaitement conforme aux lois de Kepler. Mais ces signaux fantômes capturés les mois suivants débordaient de la ligne orbitale prévue. La déviation était petite, seulement quelques millisecondes, mais en astronomie, c'est immense, sur une orbite normale. Une planète trace une ellipse lisse, mais ce corps montrait des déviations de sa route prévue, comme s'il marchait en étant ivre. Dans une détection de janvier, la planète semblait un peu en avant de l'endroit où elle devait être, dans la suivante un peu en arrière ou au-dessus. Les lois de la gravité sont universelles. Un corps ne peut pas accélérer, ralentir ou dévier de sa route selon son bon plaisir sur son orbite. Un tel mouvement ne peut être possible qu'avec un changement du centre de masse du corps ou l'application d'une force énorme de l'extérieur. Mais dans le vide spatial, il n'y a pas de vent ou de courant pour pousser et bousculer une planète. Ces déviations étaient soit une erreur d'observation, soit une dynamique défiant la physique newtonienne à l'œuvre. Quand ces 4 découvertes ont été réunies, le tableau qui est apparu a terrifié les scientifiques.
un corps dont la brillance diminue de 70%, qui clignote tous les 3 jours, qui est à la fois chaud et froid, et qui vacille comme un ivrogne sur son orbite. Ce ne pouvait pas être une planète au sens où nous l'entendons, mais ce n'était pas non plus une étoile, ni une ceinture d'astéroïdes. Aucun modèle en notre possession ne correspondait à la totalité de ces données. Chaque nouvelle pièce de données montrait que les pièces ne s'emboîtaient pas, au lieu de compléter le puzzle. C'était comme si l'univers nous disait que les lois physiques que nous connaissons étaient invalides sur Alpha du Centaure. Le monde scientifique se retrouvait seul face à un dilemme jamais rencontré auparavant. Les données en main prouvaient définitivement qu'une chose était là. Mais ce qu'était cette chose devenait encore plus flou à chaque nouvelle observation. Les théoriciens sont passés devant les tableaux noirs. Des simulations ont été lancées. Même les idées les plus folles ont été mises sur la table, car pour expliquer ce fantôme tremblant, il allait falloir laisser les manuels scolaires de côté et forcer les limites de l'imagination. Alors, comment allons-nous assembler ces données impossibles ? Mais assembler ces données impossibles ressemblait à forcer l'assemblage des pièces non pas d'un puzzle, mais de 2 images complètement différentes. Car arrivé en février 2026, les scientifiques devaient se concentrer non seulement sur ce qu'ils voyaient, mais aussi sur ce qu'ils ne voyaient pas, c'est-à-dire sur cette donnée assourdissante d'absence. Les limites de l'invisibilité analysée hurlaient que ce fantôme ne jouait pas seulement à cache-cache, mais changeait sa structure physique à une vitesse contraire aux lois de la thermodynamique. Les données négatives en main étaient encore plus effrayantes que les données positives. La source de cette peur réside dans ce mur mathématique impitoyable que nous appelons limite de détection. Quand le télescope Webb regarde un endroit et dit « je ne vois rien », ce n'est pas une parole en l'air, et cela veut dire « il n'y a rien ici au-dessus d'une certaine luminosité » dans ces observations sombres de janvier. Webb a scanné la zone et a donné ce résultat précis. La brillance de l'objet ici est inférieure à 10% de la découverte originale de mai. Ce chiffre a lié les mains des théoriciens, car une géante gazeuse de 95 masses terrestres, de 60 000 trilliards de kilogrammes, ne peut pas couper sa chaleur interne comme on éteint l'interrupteur d'une lampe de salon. Les planètes sont des batteries thermiques géantes. Jupiter et Saturne diffusent de la chaleur vers l'espace depuis 4,5 milliards d'années et n'ont toujours pas fini. Ce corps mystérieux, Ahot, lui, a perdu 90% de son rayonnement thermique en seulement 6 mois. C'est comme geler et faire prendre en glace le four d'une fonderie géante en 1 seconde. Donc la seconde loi de la thermodynamique dit que la chaleur se diffuse avec le temps. Elle ne disparaît pas soudainement. Si c'est une planète, elle violait la règle la plus fondamentale de la physique. Si ce n'est pas une planète, qu'est-ce qui pourrait avoir une masse si grande et refroidir si vite ? Dans l'univers connu, dans l'histoire cosmique de plusieurs milliards d'années, il n'y a pas un seul enregistrement d'une géante gazeuse refroidissant à cette vitesse. Cette impasse a dirigé les scientifiques vers le dossier des événements transitoires, c'est-à-dire l'unité de médecine légale de l'astronomie. Peut-être que depuis le début, nous ne regardions pas une planète. Peut-être que cette lumière vue en mai n'était pas celle d'une naissance, mais d'une mort, d'une explosion, MESS. Les chiffres ont aussi bouché cette voie de sortie. Les explosions dans l'univers ont une échelle d'énergie et l'événement sur Alpha du Centaure ne correspondait à aucun endroit de cette échelle. Si c'était une supernova,
c'est-à-dire la mort d'une étoile, à cause de la distance d'Alpha du Centaure, qui est juste sous notre nez, à 4,3 années-lumière. Elle apparaîtrait dans le ciel aussi brillante que Vénus, voire que la pleine lune. Elle transformerait la nuit en jour et nous le verrions à l'œil nu. Si c'était une nova ou un éclat géant à la surface de l'étoile, cela durerait des semaines et laisserait une signature spectrale propre. D'un autre côté, si c'était la collision de deux astéroïdes, l'énergie dégagée resterait trop chétive pour former cette image de planète brillante de mai. Les collisions d'astéroïdes sont des événements poussiéreux et pâles que même Webb verrait difficilement. Cet objet se tenait dans un intervalle appelé l'impossibilité boucle d'or, Quanzakadakai, trop variable pour être une planète, trop pâle pour être une explosion stellaire, trop brillant pour être une collision de roches, un type d'événement diffusant autant d'énergie en une période de 2 mois, puis disparaissant sans laisser de traces, suivi d'un retour en tremblant. Ne figure pas dans les manuels d'astrophysique. C'était soit un événement astrophysique totalement nouveau, soit un processus d'accident cosmique se déroulant sous nos yeux et dont nous n'avions jamais été témoins auparavant. Enfin, la possibilité d'étoiles d'arrière-plan, qui était la forteresse la plus puissante des sceptiques, s'est aussi effondrée. Les critiques disaient « Peut-être qu'il y a une étoile variable alignée par hasard derrière Alpha du Centaure, à des milliards d'années-lumière ?» Mais cette théorie s'est heurtée à une géométrie simple appelée mouvement propre. Nous pensons que les étoiles sont fixes dans l'espace, mais elles bougent toutes, comme Alpha du Centaure est très proche de nous. Son mouvement dans le ciel est très rapide. Entre mai et octobre, Alpha du Centaure A parcouru une distance distincte dans le ciel. Si ce point brillant était une étoile d'arrière-plan, quand Alpha du Centaure a bougé, ce point aurait dû rester à sa place, c'est-à-dire derrière. Mais il n'est pas resté. Cette tache fantomatique, tremblante et pâle, a bougé avec l'étoile. Bon, c'était la preuve à 100% que cet objet était lié gravitationnellement au système SARCS comme une puce sur le collier d'un chien. Donc, nous n'avions plus le luxe de dire « c'est une erreur d'observation, une autre étoile derrière ». Quoi que ce soit, c'était à l'intérieur du système Alpha du Centaure. C'était dans le verrou gravitationnel, à 400 millions de milles. C'était là avec une probabilité de 1 sur 6 milliards. Ce n'était pas un bruit de fond, ce n'était pas une erreur de caméra. C'était une partie du système. Mais comment réussissait-il à faire partie du système tout en étant là et pas là en même temps? C'est à ce point que la crise scientifique a atteint son sommet. Qu'avons-nous en main? Un corps ayant la masse de Saturne, dont la position ne correspond pas aux lois de Kepler, dont la brillance ignore les lois de la physique et dont l'existence est certaine, mais la structure incertaine. Ces découvertes ont ébranlé non seulement Alpha du Centaure, mais aussi les hypothèses fondamentales de la chasse aux exoplanètes. Pendant des années, nous avons dit « si on le voit, c'est qu'il est là ». Mais maintenant, nous voyons, et pourtant, nous ne savons pas ce que c'est. Cette situation nous force à nous tourner et à regarder le télescope lui-même, la machine qui récolte cette donnée, car peut-être que la réponse n'est pas cachée dans les profondeurs de l'espace, mais dans la façon dont cette donnée est traitée, dans la façon dont ces pixels sont créés, et peut-être que le problème n'est pas dans la physique de l'univers, mais dans les limites de nos capteurs qui le perçoivent. Pour résoudre ce chaos, nous devons maintenant descendre dans la cuisine de l'affaire, dans le monde de ce métal froid, des miroirs et des capteurs. Alors, l'œil le plus avancé de l'humanité, le télescope spatial James Webb,
pourrait-il nous mentir? Ou pire, nous dit-il la vérité sans que nous ne la comprenions? Mais la solution de ce mystère pourrait résider non seulement dans les profondeurs de l'espace, mais à l'intérieur même du télescope, au cœur de cette ingénierie valant des milliards de dollars. Laissons de côté un instant cette excitation de la découverte grandiose. Reprenons notre souffle et essayons de comprendre comment fonctionne l'outil que nous avons en main et ce que nous regardons réellement. Car l'appareil devant nous n'est pas seulement une jumelle avancée, c'est une machine à voyager dans le temps qui repousse les limites des lois physiques, capturant même les plus faibles murmures de la lumière. Pour comprendre comment cette machine voit Alpha du Centaure, comment elle produit cette donnée de planète qui disparaît, nous devons regarder de près ses organes les plus sensibles, c'est-à-dire ses détecteurs infrarouges et ses systèmes de blocage de lumière. Le premier mécanisme que nous devons comprendre est la technologie du coronographe, qui est la plus grande arme de Webb. Et pour comprendre cette technologie, faites une expérience simple. En plein jour, quand vous voulez voir un avion dans le ciel, mais que le soleil est juste derrière l'avion, que faites-vous? Vous levez la main. Vous cachez le soleil avec votre paume et vous essayez ainsi de voir l'avion en empêchant vos yeux d'être éblouis. Voilà. Le coronographe, c'est exactement ça. Une main de haute technologie placée à l'intérieur du télescope. Mais, dans l'espace, cette opération n'est pas aussi simple que de lever la main. Alpha du Centaure A est environ 1,5 fois plus brillante que notre Soleil. La planète que nous cherchons à côté est, elle, 10 milliards de fois plus pâle que l'étoile. Ce rapport équivaut à essayer de remarquer le clignotement d'une chétive luciole en plein milieu des projecteurs d'un stade géant. Le coronographe à l'intérieur de Webb est composé de petits disques opaques qui bloquent physiquement la lumière venant de l'étoile et de masques optiques complexes qui brisent et dispersent la lumière. Physiquement, cette opération se réalise en jouant avec la nature ondulatoire de la lumière. Quand la lumière rencontre un obstacle, elle se courbe autour de lui. On appelle cela la diffraction. Si vous mettiez juste un simple cercle, la lumière déborderait de ses bords et gâcherait l'image. Les coronographes de Webb calculent même cette lumière qui déborde et la détruisent avec une méthode appelée interférence destructive, en faisant se chevaucher les ondes lumineuses de façon à ce qu'elles s'annulent mutuellement. Ce système peut supprimer la lumière de l'étoile à l'ordre de 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 millions de fois. Les télescopes d'ancienne génération, comme Hubble par exemple, avaient du mal à voir juste au pied de l'étoile, c'est-à-dire à une distance de 0,5 secondes d'arc, car ils travaillaient dans la lumière visible. Et à cause des distorsions atmosphériques et de techniques de masquage plus simples. Webb, lui, en utilisant l'avantage de la longueur d'onde infrarouge et en travaillant dans ce calme sans vibration de l'espace, peut distinguer des objets à une distance bien plus proche de l'étoile, entre 0,1 et 0,2 secondes d'arc. Cela signifie pouvoir voir clairement une distance aussi proche que l'orbite de Saturne autour d'une étoile située à 4 années-lumière. C'est grâce à cette ingénierie extraordinaire que cette première découverte de mai 2025 a été possible. Le coronographe avait enterré l'étoile dans l'obscurité et avait permis à cette pâle planète juste à côté de briller. Le deuxième mécanisme critique sont les yeux infrarouges de Webb, c'est-à-dire les détecteurs NIRCam et MIRI. L'œil humain voit les longueurs d'onde entre environ 0,1
4 et 0,7 microns. L'image de l'univers dans cet intervalle est remplie de nuages de poussière et de lumière stellaire brillante. Mais les planètes, surtout les jeunes géantes gazeuses, sont pâles dans la lumière visible, mais émettent de la chaleur. Qui dit chaleur dit lumière infrarouge. Webb peut voir dans un intervalle commençant à 0,6 microns et s'étendant jusqu'à 28 microns. C'est comme regarder l'univers avec une caméra thermique. Une planète, avec la chaleur restante de sa formation, émet un rayonnement qui culmine à une longueur d'onde de 3 à 5 microns, à une température d'environ 500 à 1000 Kelvin. Cette longueur d'onde est le point idéal où la propre lumière de l'étoile diminue relativement, tandis que la planète est la plus brillante. Physiquement, ces détecteurs sont faits d'un alliage spécial appelé mercure-cadmium-tellure. Ce matériau transforme chaque photon, chaque paquet de lumière qui tombe sur lui, en signal électrique. Mais la sensibilité ici est d'une ampleur inimaginable. Les détecteurs de Webb sont si sensibles qu'ils pourraient détecter la chaleur corporelle d'un bourdon à la distance de la Lune. Les détecteurs eux-mêmes doivent aussi fonctionner dans un froid extrême, et l'instrument MIRI est refroidi par un refroidisseur spécial appelé cryocooler, jusqu'à moins 266 degrés Celsius, soit seulement 7 degrés au-dessus du zéro absolu. Si les détecteurs chauffent, leur propre chaleur crée un bruit appelé courant d'obscurité et gâche le signal. Les anciens télescopes, par exemple le télescope spatial Spitzer, avaient un miroir bien plus petit et utilisaient des détecteurs moins sensibles. Le miroir géant de 6,5 mètres de Webb possède une capacité de collecte de lumière plus de 50 fois supérieure à celle de Spitzer. Cela permet à ces signaux effacés, qui se perdaient auparavant, dans le bruit d'apparaître désormais devant nous comme des points de données nets. La planète sur Alpha du Centaure a été révélée sans pouvoir se cacher dans l'éclat de l'étoile grâce à cette capacité de vision thermique. Et ce point chaud que nous avons vu dans les données de mai était la photo directe de la chaleur interne de la planète. Le troisième mécanisme, peut-être le moins connu, mais le plus vital, IARES, est la technique de soustraction par roulis. Ce n'est pas seulement un matériel, c'est une stratégie d'observation utilisée pour éliminer les faux positifs. Les systèmes optiques des télescopes ne sont pas parfaits. Les rugosités microscopiques sur les miroirs causent la dispersion de la lumière et la formation de faux points appelés speckles ou tachetures. Ces tachetures ressemblent exactement à une vraie planète et peuvent tromper les astronomes. Pour surmonter cela, Webb utilise une méthode simple mais géniale. Il tourne physiquement le télescope. Disons que vous regardez Alpha du Centaure A et que vous avez vu un point brillant à 3 heures. Est-ce que ce point est une vraie planète ou un reflet causé par une erreur sur le miroir du télescope? Pour comprendre cela, vous tournez le télescope sur son propre axe. Par exemple de 10 degrés, si ce point est une erreur causée par le télescope. Il tournera avec le télescope et sa position changera dans les images, car l'erreur est collée aux optiques du télescope. Mais, si ce point est une vraie planète, il restera fixe dans le ciel. Quand le télescope tourne, alors que la planète reste fixe dans l'image, les erreurs bougent. Les algorithmes informatiques superposent ces deux images et effacent de l'image tout ce qui tourne, c'est-à-dire les erreurs. Il ne reste que les vrais corps célestes, qui ne tournent pas et restent fixes. Non, cette technique est une version bien plus sensible et adaptée à l'espace des méthodes développées par les télescopes au sol pour faire face au flou atmosphérique.
Webb peut effectuer cette opération de rotation avec une précision millimétrique sur la plateforme extrêmement stable du vide spatial. Cette méthode a aussi été utilisée lors de la découverte sur Alpha du Centaure. En mai, l'équipe a tourné le télescope sous différents angles et a confirmé que ce point brillant ne tournait pas avec le télescope, qu'il était donc un corps réel dans l'espace. C'est pour cela qu'ils ont éliminé la possibilité d'erreur avec autant de confiance. Ce point n'était pas une illusion d'optique. Il était là, quand ces trois mécanismes, coronographe, sensibilité infrarouge et soustraction par roulis, sont réunis. Nous voyons à quel point cette découverte de mai sur Alpha du Centaure reposait sur des bases solides. L'ingénierie a fonctionné parfaitement. Les lois de la physique ont été appliquées et la donnée a été vérifiée. Pourtant, arrivé en octobre, le même télescope, le même coronographe et les mêmes détecteurs ont raconté une histoire totalement différente. Il n'y avait pas de panne dans l'appareil, les calibrages étaient complets. Le système de refroidissement fonctionnait de façon nominale. Cette situation nous pousse vers une question technique plus profonde. Si la machine n'est pas cassée et que les lois de la physique n'ont pas changé, quel peut être le facteur externe créant cette incohérence dans la donnée? Est-ce peut-être qu'il y a un autre mécanisme caché dans une longueur d'onde ou un intervalle de temps que Webb ne pouvait pas voir? Ou, plutôt, qu'il ne s'attendait pas à voir? Car les télescopes voient seulement les choses que nous leur apprenons à regarder. Et si sur Alpha du Centaure, un quatrième mécanisme que nous n'avons pas encore identifié et qui reste hors de nos filtres, de nos algorithmes et de nos attentes, était à l'œuvre? Et ce quatrième mécanisme repose peut-être non seulement sur la lumière elle-même, mais sur la confusion invisible du milieu que la lumière traverse, c'est-à-dire la dynamique de la poussière cosmique. Car il ne suffit pas qu'un télescope soit parfait. Il faut aussi que le chemin suivi par la lumière, depuis la cible jusqu'à nous, soit propre. Amen. Cette distance de 4,3 années-lumière entre nous et Alpha du Centaure, bien qu'elle ressemble à du vide, est en réalité remplie de particules microscopiques, de gaz et de poussière. Ce milieu peut agir comme un rideau de brouillard qui avale la lumière. La courbe et parfois la détruit complètement. C'est ici qu'entrent en jeu les capacités spectrographiques de Webb, qui travaille non seulement comme une caméra, mais aussi comme un détective de poussière. Pour comprendre ce mécanisme, imaginez que vous conduisez par temps brumeux. Peu importe la puissance de vos phares, quand le brouillard s'épaissit, la lumière se disperse et vous ne voyez pas devant vous. Mais si la densité du brouillard change soudainement, vous pouvez attraper une vue nette pour un instant, puis redevenir aveugle. Le système Alpha du Centaure a aussi son propre brouillard, un disque de poussière semblable à la lumière zodiacale. Ce disque est formé de particules de silicate et de carbone de taille micronique, issues de la collision des comètes et des astéroïdes dans le système. Physiquement, cette poussière interagit selon un principe appelé diffusion de Mie. Si la taille des grains de poussière est similaire à la longueur d'onde de la lumière, par exemple l'intervalle de 5 à 10 microns observé par Webb, elle absorbe ou diffuse la lumière de façon incroyablement efficace. Une ceinture de poussière hypothétique tournant autour d'Alpha du Centaure A, à environ 3 unités astronomiques de distance, pourrait couper l'orbite de la planète, précisément selon notre point de vue. En mai, alors que la planète était dans une zone ouverte de cette ceinture de poussière, c'est-à-dire dans un intervalle où le brouillard était rare. Sa lumière infrarouge nous est parvenue sans obstacle.
Mais en octobre, la planète a pu avancer sur son orbite et passer derrière un tas de poussière dense, un grumeau de poussière. Les anciens télescopes ne voyaient ces disques de poussière que comme une lueur froide, c'est-à-dire comme une tache générale. Ils n'avaient pas la résolution pour distinguer les structures de poussière une à une ou les différences de densité. Webb, lui, grâce à son instrument MIRI, peut analyser non seulement l'existence de cette poussière, mais aussi sa température et sa composition chimique. Et si la planète s'est cachée derrière un nuage de poussière, Webb peut voir les lignes d'absorption caractéristiques des silicates ou des cristaux de glace dans la lumière venant de cette zone. C'est un indice critique qui nous permet de dire « on a tiré un rideau devant la planète » au lieu de dire « la planète a disparu ». Ces signaux froids et tremblants des données de janvier étaient peut-être non pas la planète elle-même, mais un jeu d'ombre créé par ces rideaux de poussière irréguliers passant devant elle. Un autre mécanisme critique, qui est peut-être le plus sophistiqué, est le système de détection et contrôle du front d'onde. C'est la capacité de Webb à mesurer et corriger instantanément son propre défaut visuel. Les télescopes spatiaux peuvent perdre leur alignement au niveau microscopique à cause des secousses lors du lancement ou des changements thermiques en orbite. Le décalage d'un segment de miroir, même d'un millième de l'épaisseur d'un cheveu, peut causer la disparition de la planète ou la formation d'un faux signal dans une observation sensible comme alpha du Centaure. On peut comparer ce système au test de netteté chez l'ophtalmologue. Le médecin change les verres et vous demande « c'est plus net comme ça ou comme ça ?» Webb fait cela tout seul. Le télescope regarde périodiquement une étoile de référence brillante et mesure la position de chacun de ces 18 segments hexagonaux de miroir avec une précision nanométrique. S'il y a un décalage, les minuscules moteurs derrière le miroir entrent en action et poussent le miroir pour le corriger. Physiquement, ce processus repose sur des algorithmes de récupération de phase. Le télescope prend des images floues et calcule mathématiquement les erreurs dans le front d'onde de la lumière. Entre les observations de mai et d'octobre, il a pu y avoir une respiration thermique dans les miroirs de Webb. Même si la température du télescope change de 0,1 Kelvin alors que l'angle du bouclier solaire change. Cela mène à des expansions microscopiques dans la structure optique. Cette expansion change la façon dont la lumière de l'étoile tombe sur le détecteur. Le télescope Hubble n'avait pas besoin de ce type de système de contrôle actif, car son miroir était d'une seule pièce. Mais il n'avait pas non plus cette flexibilité. Si le miroir de Hubble s'était déformé, les astronautes auraient dû aller le réparer. Webb, lui, peut s'opérer lui-même en permanence. Mais durant les observations d'Alpha du Centaure, se pourrait-il qu'il y ait eu une erreur de synchronisation non encore remarquée entre ce système de correction automatique et la prise de données? Peut-être qu'en octobre, alors que le télescope se corrigeait, il a en fait gâché une image parfaitement focalisée? Ou, au contraire, cette image parfaite de mai était-elle une coïncidence parfaite créée par un miroir défectueux? Ces questions ont poussé les ingénieurs à examiner les données de télémétrie du télescope, c'est-à-dire ses rapports de santé, seconde par seconde. Enfin, tout au fond de cette profondeur technique repose le cerveau logiciel que nous appelons pipeline de traitement des données. La donnée brute venant du télescope n'est pas une image. C'est une immense matrice de nombres, composée de valeurs de voltage, pour que ces nombres se transforment en ces visuels colorés et sensés que nous voyons.
Ils doivent passer par une longue opération appelée calibration. Vous pouvez comparer ce processus au traitement d'une photo numérique dans Photoshop, mais en beaucoup plus complexe et automatisé. Le courant d'obscurité est retiré de la donnée brute. La correction de champ plat est de fait, les pixels morts, créés par les rayons cosmiques, sont nettoyés. Mais, durant ce nettoyage, parfois, le bébé peut être jeté avec l'eau du bain. Dans des cibles difficiles comme Alpha du Centaure, un vrai signal de planète est si faible que le logiciel peut le prendre pour du bruit et l'effacer. Surtout, les algorithmes avancés, appelés CLIP, sont utilisés pour modéliser et retirer la lumière de l'étoile. Ces algorithmes séparent l'image en ses composants statistiques. Cependant, le réglage d'agressivité de l'algorithme est très sensible. Si vous le réglez trop agressif, il nettoie parfaitement la lumière de l'étoile, mais avale aussi la planète à côté. Mais si vous le réglez trop doux, la planète reste là, mais la lumière de l'étoile aussi, et vous ne voyez rien. Entre les paramètres utilisés dans l'analyse de mai et ceux d'octobre, il y avait peut-être une petite différence qui a échappé à l'œil humain. Ou peut-être que le signal de la planète dans la donnée d'octobre est resté seulement 1% sous le seuil de bruit de l'algorithme et a été effacé automatiquement par le logiciel. Dans les anciennes méthodes, cette opération était beaucoup plus manuelle et sous surveillance humaine. Les astronomes regardaient chaque pixel un par un, mais le flux de données colossal de Webb oblige à l'automatisation. Cela fait naître le risque de cécité algorithmique. La machine efface ce que vous lui avez dit d'effacer, pas la vérité. C'est pourquoi les données d'Alpha du Centaure sont actuellement traitées à partir de zéro par des équipes indépendantes aux quatre coins du monde, avec différents logiciels et différents algorithmes. Peut-être que la planète n'a pas disparu, elle s'est juste accrochée dans nos filtres numériques. Regardons ce que nous avons maintenant en main. Un coronographe qui fonctionne parfaitement, des détecteurs à vision thermique, des miroirs qui se corrigent eux-mêmes et des logiciels qui transforment la lumière en pixels. Tout cela est le sommet de l'intelligence humaine. Mais, malgré toute cette perfection technique, ce fantôme sur Alpha du Centaure continue de jouer avec nous. Il apparaît, il disparaît, il tremble. Cette situation nous prépare désormais non seulement à un problème technique, mais à une vérité bien plus grande et secouante. Car si le télescope n'est pas cassé, si le logiciel ne fait pas d'erreur et si les lois de la physique sont toujours valides, alors il ne reste qu'une seule option. Peut-être que ce que nous regardons n'est ni une planète, ni un nuage de poussière, ni une erreur. Peut-être que sur Alpha du Centaure se déroule un événement totalement différent, que l'univers ne nous a jamais montré auparavant et qui force les limites de notre imagination. Et maintenant, il est temps de dépasser tous ces détails techniques et de faire face à ce scénario impossible. Vous êtes prêts? Car ce que vous allez voir pourrait changer tout ce que vous savez. Et maintenant, le vrai miracle, ou peut-être le vrai cauchemar commence. Non, les explications techniques sont finies. Les miroirs contrôlés, les logiciels scannés, et tout est sorti impeccable. À ce point, les scientifiques auraient dû se rasseoir et se détendre. Mais ils n'ont pas pu. Car le fait que le télescope soit solide signifiait que la donnée devant eux était réelle. Et cette réalité était l'un des plus grands coups portés à la façon dont l'intelligence humaine comprend l'univers. Webb a regardé Alpha du Centaure et ne nous a pas seulement montré une planète. Il nous a montré une scène de crime où la physique barre verticale
la thermodynamique et la gravité faisaient faillite en même temps. C'était une première dans l'histoire de l'astronomie. Une chose était là, mais c'était impossible qu'elle y soit. Le premier grand choc est arrivé avec l'impossibilité de variabilité, qui dans l'univers, tout a un rythme, un ordre. Les étoiles brûlent pendant des milliards d'années. Les planètes refroidissent pendant des millions d'années. Mais ce corps sur Alpha du Centaure a détruit notre perception du temps cosmique. Selon les données de Webb, cette masse colossale a perdu 70% de sa brillance en seulement 72 heures, c'est-à-dire en une durée microscopique de seulement 3 jours. Pour comprendre à quel point ce chiffre est dément, mettons-le à l'échelle. Nous avons devant nous un tas de matière de 95 masses terrestres, soit environ 60 000 milliards de kilogrammes. Les géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne ont besoin de millions d'années pour changer leur brillance. Même les tempêtes atmosphériques changent la brillance totale de 1 ou 2% maximum. Mais 70%, c'est aussi radical que si le Soleil se transformait soudainement en lueur de bougie en plein midi. Le record de changement planétaire le plus rapide enregistré tourne autour de 5%. Ce corps sur Alpha du Centaure a dépassé le record connu de 14 fois et a violé la loi d'inertie des astrophysiciens. Car il est physiquement impossible pour une masse aussi grande de changer toutes ses caractéristiques de surface en si peu de temps. Pour que la totalité des nuages dans l'atmosphère disparaissent ou se déplacent en 3 jours, il faudrait des vents de 100 fois la vitesse du son, c'est-à-dire des tempêtes soufflant à 120 000 km à l'heure. Cette vitesse est proche de la vitesse d'évasion de la gravité de la planète, c'est-à-dire qu'une telle tempête mettrait la planète en pièces. Mais le corps ne partait pas en morceaux, il s'éteignait juste, puis brillait à nouveau. Il montait et descendait d'une température de 500 Kelvin à un niveau proche du froid glacial de l'espace. Qu'une planète clignote comme un stroboscope n'avait jamais été vue dans aucune théorie, aucune simulation et aucune observation auparavant. Le monde scientifique a été secoué, car si cette donnée était vraie, tout ce que nous savions sur la dynamique atmosphérique des géantes gazeuses était faux. Ou alors, un mécanisme de camouflage que nous ne pouvions même pas imaginer fonctionnait là-bas, en dehors d'une géante gazeuse. Le deuxième moment épique a été vécu avec la violation thermodynamique. Ce n'était pas seulement un problème de brillance, c'était une crise énergétique. Et les observations de mai avaient montré que la planète diffusait une chaleur de jeunesse, c'est-à-dire qu'elle relâchait l'énergie restante de sa formation vers l'espace. Cette quantité d'énergie était colossale. Elle émettait des billions de joules d'énergie par seconde. Cependant, l'absence des mois d'octobre et janvier a montré que cette énergie avait été coupée d'un coup. En physique, la loi de la conservation de l'énergie est absolue. L'énergie ne peut être détruite. Elle se transforme seulement. Un corps de 95 masses terrestres est une batterie thermique géante. Imaginez un four qui chauffe depuis 4,5 milliards d'années. Même si vous fermez la porte de ce four, son refroidissement prend des siècles. Jupiter diffuse sa chaleur de formation depuis 4,5 milliards d'années et en diffusera encore pendant des milliards d'années. Mais ce fantôme sur Alpha du Centaure a refroidi en seulement 6 mois. C'est l'équivalent exact du mot « impossible » selon les lois de la thermodynamique. Pour qu'un corps refroidisse aussi vite, il doit transférer son énergie interne ailleurs en un instant. Mais dans le vide spatial, la chaleur ne s'évacue que par rayonnement
et c'est un processus lent. La vitesse de refroidissement du corps était exactement 10 millions de fois au-dessus des limites physiques connues. Une perte d'énergie à cette vitesse ne pourrait s'expliquer que par la disparition soudaine de 90% de la masse du corps. Mais les données gravitationnelles murmuraient qu'il y avait toujours un poids colossal là-bas. Les scientifiques étaient terrifiés, car ils avaient deux options devant eux. Soit la deuxième loi de la thermodynamique était invalide sur Alpha du Centaure, ce qui détruit la base de l'univers, soit ce corps transférait son énergie vers une longueur d'onde ou une dimension invisible. Bien qu'on essaie de passer cette trouvaille sous silence avec des termes polis comme refroidissement anomalistique dans les articles publiés, en réalité, une seule phrase résonnait dans l'esprit de tous. Cela ne devrait pas arriver. Où est passée l'énergie? Où ont disparu ces billions de joules de chaleur? Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait qu'un vide, tout noir, défiant la loi la plus fondamentale de l'univers. Le troisième moment le plus secouant était la déviation orbitale, c'est-à-dire la faillite de Kepler. Et depuis Newton et Kepler, nous savons comment les planètes bougent. La gravité est universelle, infaillible et précise. Une planète trace une orbite elliptique autour de son étoile. Sa vitesse, sa position, son angle, tout peut être calculé des siècles à l'avance. Mais ces signaux pâles et tremblants dans les données de janvier de Webb n'étaient pas là où ils devaient être. Ils avaient dévié d'exactement 45 millisecondes d'arc de la route orbitale tracée selon les données de mai. Ce chiffre peut paraître petit, mais à 4 années-lumière de distance. Cette déviation équivaut à une erreur de millions de kilomètres. Pour qu'une planète dévie de millions de kilomètres de son orbite, une autre planète de la taille de Jupiter doit la percuter ou passer très près d'elle. Mais il n'y avait pas de corps perturbateur de ce genre dans le système. Le corps débordait de l'ellipse de Kepler, comme s'il marchait en étant ivre. Dans une observation, il apparaissait devant, dans l'autre, derrière, dans une autre, au-dessus du plan orbital. Ce chaos était une insulte aux lois de la gravité, car il n'y a pas de frottement dans l'espace, pas de vent. Un corps ne peut pas dévier de sa route sans raison. Cette orbite fantôme montrait pour la première fois dans l'histoire qu'un corps pensé comme gravitationnellement lié ne se conformait pas à la physique de Newton. Quand les théoriciens ont entré cette donnée dans les simulations, les ordinateurs ont donné une erreur, car il n'y avait aucune force connue pouvant produire ce mouvement. Anomalie gravitationnelle? Ou bien la planète avait-elle son propre système de propulsion? Ces questions entraient dans les limites de la science-fiction, mais la donnée était là. Le mouvement du corps n'était pas balistique, il était chaotique. Cette situation a retiré des mains des astronomes leur outil le plus fiable, c'est-à-dire la mécanique orbitale. Si nous ne pouvons pas calculer où sera une planète, comment la trouverons-nous? Et plus important, qu'était cette masse géante qui n'obéissait pas à la gravité? Le quatrième moment épique était l'apocalypse statistique, c'est-à-dire la crise des 5 sigma. C'était le moment où la confiance envers la science elle-même a été ébranlée au-delà d'une planète spécifique. La découverte de May était d'une certitude de 5 sigma, c'est-à-dire que la marge d'erreur était de 1 sur 3,5 millions. La science accepte les données de ce niveau comme vérité absolue. Le boson de Higgs a été trouvé avec cette certitude. Les ondes gravitationnelles ont été prouvées avec cette certitude. Peur, mais qui nous montre toujours nous-mêmes. Quand nous regardons là-bas,
nous ne voyons pas seulement du gaz et de la poussière. Nous voyons nos propres limites, nos propres peurs et nos propres espoirs. Cette planète impossible est peut-être la façon qu'a l'univers de nous dire « Tu ne sais pas encore tout, ne sois pas arrogant ». Et c'est le plus bel avertissement que nous puissions entendre. Car l'inconnu est le carburant de la découverte. Si nous savions tout, si tout était ordonné, si tout était accessible, regarder le ciel n'aurait plus aucun sens. Ce qui nous maintient en vie, ce qui nous pousse à fabriquer ces télescopes, c'est cette question « et si ?» Ce vide, cette incertitude, c'est notre terrain de jeu. Maintenant, quand nous rassemblons ces pensées, cette distance, ce chaos et ce silence, l'image complète apparaît petit à petit, comme messe. Il manque encore une pièce. Nous avons parlé des données scientifiques, nous avons pesé le sens philosophique. Pourtant, nous n'avons pas encore totalement parlé de ce que tout cela signifie individuellement pour toi qui te réveilleras demain matin, iras au travail et regarderas le ciel. Car cette histoire n'est pas seulement celle de l'humanité, c'est aussi la tienne. Cette poussière d'étoiles, ce chaos, cette quête, c'est aussi codé dans ton ADN. Alors, que vas-tu faire de cet héritage cosmique ? Comment vas-tu trouver ta propre direction dans cette incertitude ? Et trouver cette réponse est en fait moins un but concret à atteindre qu'un état de marche qui ne finira jamais. Car l'incertitude n'est pas un brouillard dont il faut avoir peur. C'est un espace de liberté où tu peux définir ta propre direction. La plus grande leçon que cette planète perdue sur Alpha du Centaure nous enseigne est celle-ci. L'univers ne te donne pas de carte nette. Cette carte, tu la dessines à chaque faux pas, dans chaque donnée effacée et dans chaque déception. Ta vie aussi est comme les données de ce télescope. Parfois bruyantes, parfois nettes, parfois totalement inexplicables. Mais cet effort pour trouver un sens dans ce chaos est ce qui fait de toi qui tu es. À ce point, le quatrième grand contraste qui apparaît devant nous est cet équilibre sensible entre la fragilité du savoir et l'infini de la curiosité. Nous pensons que les vérités scientifiques sont des lois immuables gravées dans la pierre. Quand nous disons « j'ai trouvé », nous voulons croire que ce savoir restera là pour toujours. Car la certitude, c'est la sécurité. Et ce sentiment de victoire que nous avons ressenti en croyant avoir trouvé une planète sur Alpha du Centaure venait de ce faux sentiment de sécurité, de dire « maintenant, nous savons ». Cependant, la vérité tragique est que le savoir humain est aussi fragile qu'un radeau dérivant sur l'océan cosmique. Quand les données d'octobre sont arrivées et que cette planète a été effacée, ce qui s'est effondré n'était pas seulement une hypothèse astronomique, c'était notre illusion de dominer la vérité. L'univers nous a dit « Tout ce que tu sais, c'est ce que je te permets de savoir. » Aujourd'hui, ce que nous savons vrai peut devenir un bruit de données demain. Aujourd'hui, ce que nous disons impossible peut devenir une loi physique demain. Cette variabilité est comme si le sol glissait constamment sous nos pieds, si l'esprit humain cherche une branche fixe pour s'accrocher. L'univers lui offre une rivière qui change constamment. Cette situation crée un vertige intellectuel, une profonde insécurité. La question « si même mon œil le plus avancé me trompe, à quoi vais-je faire confiance ?» peut faire sentir l'homme impuissant. Mais c'est précisément là que brille cette beauté immense dans cette fragilité. Car là où finit la certitude, barre verticale, commence la curiosité. Si nous savions tout avec certitude, barre verticale, la découverte n'aurait plus aucune magie. Faire des erreurs, barre verticale, se tromper, barre verticale,
courir après un fantôme. Ce ne sont pas des échecs. C'est le processus d'apprentissage lui-même. Cette erreur sur Alpha du Centaure nous a appris à faire de meilleurs télescopes, à traiter la donnée plus attentivement, à regarder l'univers avec plus d'humilité. L'absence de cette planète a été plus instructive que sa présence. Toi aussi dans ta propre vie. Tu as vécu des moments où des vérités que tu croyais certaines se sont effondrées. Qu'une chose en laquelle tu croyais se révèle fausse, qu'un chemin en lequel tu avais confiance mène à une impasse peut t'attrister. Mais ces moments de destruction sont en fait les moments où tu grandis, où tu brises ta vieille coquille. Comme l'univers, tu t'élargis avec tes erreurs. C'est pourquoi n'aie pas peur de te tromper. Comme cette tache pâle sur Alpha du Centaure. Tes erreurs aussi sont les fusées éclairantes de la route menant à la vérité. Nous sommes une espèce qui avance non pas avec ses vérités, mais avec ses erreurs corrigées. Cette planète n'est peut-être pas là-bas, mais la vision que nous avons développée en la cherchant est désormais avec nous et elle est réelle. La cinquième pensée de contraste est la cruauté du temps et l'immortalité de l'héritage. C'est peut-être celle qui est la plus difficile à accepter. En regardant Alpha du Centaure, nous regardons en fait le passé. La lumière nous arrive en 4,3 ans. Mais, plus important encore, nous rêvons du futur. Y aller, s'y installer, porter l'humanité vers les étoiles. Pourtant, les chiffres nous jettent au visage cette vérité froide qui nous brise le cœur. Nous ne monterons pas dans ces vaisseaux. Nous parlons d'un voyage durant 70 000 ans avec la technologie actuelle, même si nous fabriquons des voiliers laser atteignant 20% de la vitesse de la lumière. Le voyage prendra 20 ou 30 ans, mais construire cette technologie peut prendre des siècles. Cela veut dire que toi, moi, nos enfants et peut-être nos petits-enfants ne verront jamais l'empreinte de pas d'un humain atterrissant sur Alpha du Centaure. Nous sommes la génération intermédiaire, celle qui voit le début mais ne peut atteindre le résultat, celle qui construit le pont mais ne peut pas traverser. C'est une limite tragique pour notre ego individuel. La question, si je ne vais pas le voir, pourquoi je fais des efforts, ronge l'intérieur de l'homme. Notre propre mortalité est écrasée entre les roues géantes du temps cosmique. Mais, sur l'autre face de cette tragédie, repose la part la plus noble de l'être humain, l'héritage. Nous sommes les seuls êtres capables de rêver, non pas pour nous-mêmes, mais pour ceux qui ne sont pas encore nés. Pense au maçon qui posait les fondations d'une cathédrale au Moyen Âge. Ce maçon a posé cette pierre en sachant qu'il ne verrait jamais la cathédrale finie. Ses tours grandioses s'élevant vers le ciel. Mais il a quand même montré son meilleur artisanat, car cette cathédrale était plus grande que sa vie. Alpha du Centaure est aussi notre cathédrale. Le télescope Webb est l'une des premières fenêtres de cette cathédrale. Le fait que nous nous excitions aujourd'hui en regardant ces données floues trace la route du vaisseau qui ira là-bas dans 100 ans. Toi, en étant curieux de ce sujet aujourd'hui, en lisant, en soutenant, tu deviens un maillon vital de cette grande chaîne, à investir dans un futur que tu ne verras pas. C'est comme aimer sans attendre de retour. C'est ce lien invisible qui dépasse l'égoïsme et maintient notre espèce ensemble. Tu n'es pas un grain de poussière perdu dans le temps. Tu es l'un de ces architectes sans nom qui construisent le futur. Ta curiosité sera la carte stellaire de tes petits-enfants. C'est pourquoi ne sois pas triste. Tu n'iras pas, mais une partie de toi, ton rêve, y arrivera. Le 6e et dernier contraste est la solitude cosmique et la connexion universelle. Webb nous a montré une pièce vide sur Alpha du Centaure.
Nous avons frappé à la porte de notre voisin, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Il y avait seulement le sifflement du vent, le cri des tempêtes magnétiques et un silence froid. Cela a déclenché la peur de « je crois qu'on est seul ». Il y a des milliards de galaxies, des trilliards d'étoiles, mais même tout près de nous. Nous ne trouvons pas une trace de vie, ni même un morceau de roche propice à la vie. Ce sentiment de solitude est comme marcher dans une rue déserte par une froide nuit d'hiver. Ça donne froid. Ça fait peur. La question, s'il n'y a personne, pourquoi tout cet univers existe, crée un sentiment de gâchis. Nous nous sentons petits, insignifiants et abandonnés. Ce vide immense est comme un néant qui attend de nous avaler. Mais, quand on s'arrête et qu'on change de perspective, quand on dit « mais », cette solitude se transforme en une responsabilité et un privilège immense. Si Alpha du Centaure est vide, si notre environnement proche est désert, cela prouve à quel point la vie sur Terre est rare, à quel point elle est précieuse. Nous avons gagné à la loterie de l'univers. Dans cet univers chaotique, irradié, plein de collisions, nous avons trouvé une oasis qui peut respirer, penser, aimer. La solitude, c'est en fait l'unicité. Si l'univers est silencieux, alors la voix de l'univers, c'est nous. Nous sommes les yeux de l'univers qui se pensent eux-mêmes, qui apprécient leur propre beauté. Si nous n'étions pas là, Alpha du Centaure, ces nébuleuses, ces galaxies, n'auraient aucun sens. Elles ne seraient que des tas de matière aveugle. Toi, quand tu regardes cette étoile, l'étoile ne te voit pas, mais tu donnes une existence à l'étoile. Ta conscience est la seule lumière qui éclaire l'obscurité de l'univers. C'est pourquoi ne te sens pas petit. Tu es le seul cœur qui bat au milieu de ces tas de matière géants et morts. Or, cette solitude doit nous rapprocher davantage les uns des autres. Puisqu'il n'y a personne dehors, puisque nous n'avons personne d'autre que nous-mêmes. Alors, les disputes sur cette bille bleue sont tellement sans sens. N'est-ce pas? Le vide d'Alpha, du Centaure, doit nous rappeler notre fraternité sur Terre. Maintenant, à la lumière de ces informations, de ces sentiments et de ces paradoxes, je veux que tu te poses cette question. Aurais-tu eu plus peur si nous avions trouvé de la vie sur Alpha du Centaure? Ou est-ce savoir qu'elle est vide comme maintenant qui te fait le plus peur? Rappelle-toi cette phrase célèbre d'Arthur C. Clarke. Deux possibilités existent. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. S'il y avait de la vie là-bas, cela détruirait notre sentiment d'être au centre. Cela nous rendrait ordinaires. Mais s'il n'y a pas de vie là-bas, cela met aussi sur nos épaules un fardeau difficile à porter comme protéger la vie. Toi, que ressens-tu quand tu regardes ce vide? Y a-t-il un frisson en toi ou une paix? Peut-être les deux, car être humain, c'est pouvoir porter ces deux sentiments opposés en même temps. À la fois être terrifié face à cet infini et ressentir de la révérence, car on fait partie de cet infini. Ce sentiment complexe est la preuve que tu es vivant, que tu es un esprit qui pense. L'existence ou l'absence de cette planète ne change pas tes sentiments. La vraie découverte, c'est ta capacité à vivre ces sentiments. Désormais, nous savons qu'en approchant de la fin du voyage, les données en main ne nous ont pas donné un oui ou un non net. La science est souvent ainsi. Vous ouvrez une porte et 10 autres portes apparaissent derrière vous. L'aventure Alpha du Centaure a commencé par un cri de victoire en mai 2025. A été enterré dans un silence de stupeur en octobre 2025. Et maintenant, en 2026,
s'est transformée en une profonde méditation philosophique. Dans ce processus, nous avons trouvé une planète. Nous l'avons perdue, puis nous avons dansé avec son fantôme. Nous avons testé les limites de nos télescopes, les failles de nos théories et la puissance de notre imagination. Peut-être que cette planète est vraiment là-bas, cachée derrière les nuages de poussière. Peut-être que c'est un tas de débris, le cimetière d'un vieux monde, ou peut-être que c'était juste un reflet numérique de nos désirs. Quelle que soit la bonne option, la seule chose qui ne change pas est notre passion de chercher. Car nous sommes une espèce qui ne tient pas en place. Nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder la ligne d'horizon et de demander « Qu'y a-t-il là-bas ?» Alpha du Centaure est notre nouvelle ligne d'horizon. Même si nous ne pouvons pas l'atteindre, chut. Même si nous ne pouvons pas la comprendre totalement, nous ne pourrons pas détacher nos yeux d'elle, car ce point lumineux pâle nous rappelle qui nous sommes, d'où nous venons et où nous voulons aller. Alors que le soleil se couche et que les étoiles apparaissent une à une, nous comprenons que cette histoire n'est pas vraiment finie, qu'elle a juste changé de forme. Le télescope Webb continuera sa mission, car de nouveaux télescopes seront construits. De nouvelles théories seront écrites. Le dossier de la planète perdue n'est pas clos. Il a juste été mis en attente, et ce temps d'attente nous donne du temps pour penser, rêver et nous préparer. Maintenant, il est temps de filtrer ce voyage long et tortueux, ses détails techniques, ses données chaotiques et ses pensées profondes, et de les lier à une dernière décision, un dernier résumé. Car chaque documentaire, chaque histoire doit à la fin offrir un paquet à son spectateur, une conclusion qu'il emportera chez lui, qu'il gardera en tête. Quelle était notre conclusion ? Que devons-nous tirer de ce chaos ? Que nous murmure ce fantôme sur l'orbite d'Alpha du Centaure A à propos du futur de l'univers ? La réponse est bien plus simple que vous ne le pensez. Mais elle pourrait être tout aussi secouante. Cette planète fantôme sur Alpha du Centaure nous a montré à quel point ce que nous savons est fragile. Mais, et si ce que nous voyions n'était pas seulement cette planète, mais que tout l'univers était une illusion géante ? Les physiciens discutent du fait que tout ce que nous touchons pourrait être en fait un hologramme en 3 dimensions, de données sur une surface en 2 dimensions. Dans le prochain voyage, nous partons briser les codes de la réalité. Vous êtes prêts ?